À la base, j'avais prévu de vous parler d'un autre film, puis finalement, je me suis dit, tant pis pour eux, ils méritent pas ça. Finalement, je vais vous parler d'un chef-d'œuvre du cinéma. Bienvenue chez le gros parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique poussiéreuse. J'ai vu le film tout récemment, on va parler du film La condition de l'homme, réalisé par Masaki Kobayashi. Masaki Kobayashi, déjà d'un point de vue filmographie, j'ai pas vu tous ses films, mais c'est entre autres le réalisateur d'Harakiri et de Rébellion, qui sont, disons les choses comme elles sont, des chefs-d'œuvre du 7e art. Je pèse mes mots, des chefs-d'œuvre, ce sont des shambara, donc des films en costume, des films de sabre japonais, et ce sont des chefs-d'œuvre. D'ailleurs, ils ont gagné des prix à Cannes, pour dire que pour des petits films japonais, ils ont été exportés, et en plus, pour des films japonais qui avaient une thématique très japonaise, ils ont été exportés, compris et récompensés. C'est dire le niveau de ce monsieur. Je le répète, Masaki Kobayashi, c'est un grand du 7e art, d'accord, c'est un faiseur de chefs-d'œuvre. Retenez bien ça. Masaki Kobayashi, ou si on le dit à la japonaise, donc en inversant, Kobayashi Masaki, est donc un réalisateur japonais qui a vécu une fameuse période pas très glorieuse de l'histoire de son pays, puisque, alors qu'il était déjà en train de travailler au studio de la Shochiku, il a été appelé par l'armée en 1942, à peu près, pour faire la guerre mondiale. Exactement. Et il a été envoyé en Mandchourie. La Mandchourie, pour ceux qui ne savent pas où c'est, en gros, c'est le nord de la Chine. Je rappelle que les Japonais, pendant la guerre mondiale, ils sont allés faire un peu des guilis aux gens aux alentours de leur pays, ils sont allés leur rappeler qu'ils existaient, de manière un petit peu virulente quand même. Après avoir été donc en Mandchourie, il est allé à Okinawa, donc la petite île au sud, de là où vient le karaté. Et d'ailleurs, c'est connu pour avoir encore une base américaine qui est très fortement implantée, et les gens qui habitent là-bas, on a un peu ras la casquette depuis très longtemps, qu'il y a une base américaine là-bas, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et donc, là-bas, il a fait les dernières batailles, il a assisté à la défaite de son pays, et il a été interné dans un camp de prisonniers américains là-bas à Okinawa. Ensuite, une fois qu'il a été libéré, donc après la guerre, il est retourné donc à Tokyo et il a continué à faire des films. Autant vous dire qu'un personnage comme ça, quand il fait des films, eh ben, il a peut-être quelque chose à raconter sur son pays, quelque chose à raconter sur son vécu. Et Harakiri et Rébellion étaient des films qui parlaient de ça, et ce film, La condition de l'homme, lui aussi. Le rôle principal de ce film est tenu par un certain Tatsuya Nakadai. Tatsuya Nakadai, je pèse mes mots, est un des plus grands acteur de l'histoire du cinéma. Je le dis clairement et sans aucune retenue, ce mec, c'est de la folie furieuse, tellement il est bon. Et j'ai l'impression que pour l'apprécier dans ce film, il faut peut-être l'avoir vu dans d'autres films et voir à quel point ce mec peut être un caméléon, comment il peut jouer différemment. Je trouve ce mec extraordinaire. Il a une présence, une capacité à adapter son jeu, sa manière de faire, qui est grandiose. Et dans ce film, il est grandiose. Dans ce film, il est génial, il est absolument extraordinaire. Donc là, déjà, de base, vous l'aurez compris, on a un réalisateur qui fait des chefs-d'œuvre, un acteur extraordinaire, qui avait déjà travaillé ensemble, entre autres sur Harakiri, justement, et Rébellion, et sans doute plein d'autres films encore. Pour la petite histoire, Tatsuya Nakadai, je rappelle qu'il a tourné avec Kurosawa dans beaucoup de films. Au début, évidemment, il avait plutôt des rôles secondaires par rapport à Mifune, puisque Kurosawa préférait Mifune. Il a été un acteur fétiche, justement, de Kobayashi, entre autres aussi d'Hideo Gosha, par exemple, pour citer les grands réalisateurs. Donc ce mec, franchement, j'adore cet acteur, je le répéterai tant qu'il le faudra. Cet acteur, il est absolument génial, et j'ai presque envie de dire qu'il est sous-coté, parce que mondialement connu, Mifune est un petit peu plus connu. Mifune, c'est de la bombe, attention, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais Nakadai, c'est de la bombe atomique aussi. Et parler d'un japonais et de trucs post-guerre mondiale, dire ça, c'est fort. D'accord? Nakadai Tatsuya, extraordinaire cet acteur. Ce film, La condition de l'homme, est l'adaptation d'un roman, qui semble-t-il est assez grand. Ce film dure 3h20, et c'est la première partie, puisque c'est une trilogie. Donc je pense que la durée des autres films doit être à peu près similaire. D'ailleurs, je profite, chacun de ces deux films est aussi divisé en deux parties, donc à une coupure au milieu. Dans ce premier film, la coupure, elle arrive après 1h44. Donc l'adaptation d'un roman, et quand on regarde ce film, il faut vraiment le regarder en mode je vais lire un livre. Ça veut dire ça va être long, ça va dans la durée, ça va être précis dans les détails, ça va prendre son temps, ça va développer, et ça va être une fresque. D'accord? Où se passe cette histoire? Eh bien cette histoire commence en 1943, en Mandchourie. Là maintenant vous faites le lien, le réalisateur était à cette date-là, à cet endroit-là. Donc quand le réalisateur il va parler de ce film, il va aussi parler de choses qu'il a vues et de choses qu'il a vécues. D'accord? L'histoire du film, c'est l'histoire d'un humaniste, un japonais,
pendant la guerre mondiale, un salaud, on va dire, qui est humaniste. Un humaniste qui pense que, par exemple, puisqu'il est plus ou moins, on va dire, un colon, pour rester poli, hein, qu'il est en train de travailler dans des camps de concentration, de travaux forcés avec des Chinois dedans, lui, c'est un de ceux qui pense qu'il faut alléger le travail, et que si les gens sont heureux, s'ils sont mieux payés, mieux nourris, tout ça, ils travailleront mieux. C'est un peu un idéaliste d'une certaine manière. Et ce qui lui arrive, c'est qu'il est promu, alors non pas chef ultime d'un camp, on va dire, il est promu chef d'une partie de camp, comme si chacun gérait un peu un petit camp et il y avait un chef au-dessus. Donc, le monsieur qui est idéaliste d'une certaine manière, se retrouve à gérer un camp de prisonniers, alors qu'il fait partie, on va dire, des fascistes et de l'oppresseur. Et c'est justement là que se situe tout le film. Donc en fait, le film en lui-même, c'est un peu une espèce de liste de Schindler japonais. Je rappelle, c'est un film de 1959, donc il est sorti avant le film de Spielberg. Donc, ce film, c'est un peu la liste de Schindler japonaise, sauf que là où certains films parlent du mal qu'on leur a fait à eux, on va dire, par exemple la liste de Schindler, même si c'est un excellent film, ça je remets pas en cause, on est quand même en train de dire, voilà, ça c'est les Juifs, et ils ont subi ça, en effet, il y a un Allemand qui les a aidés, etc., etc. Là non, c'est une vision différente, ce sont les Japonais, surtout ceux qui ont fait la guerre mondiale, il y a plusieurs films là-dessus, beaucoup de films de samouraïs qui parlent de ça et tout, qui après la guerre mondiale, ils avaient envie de gerber sur leur pays, de gerber sur ce qu'on leur a fait faire, de gerber sur l'esprit samouraï parfois, qu'on leur a forcé, on va dire, à suivre, gerber sur cette tradition, tout ça, qu'on a utilisé contre eux. Et là, le réalisateur, il va gerber, il va vomir littéralement sur justement le comportement de son pays et de ses compatriotes. Vous imaginez bien que le personnage, là, il est entre le marteau et l'enclume, entre gérer les prisonniers, gérer ses supérieurs, comment être humaniste alors que finalement, voilà quoi. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que le film se rapproche un petit peu d'une certaine manière. Un film d'école, vous savez, le prof qui arrive dans une école, et puis les élèves, ils sont rebelles, et blablabla. Et puis en même temps, les élèves l'aiment pas, mais lui, en tant que professeur, il doit aussi appliquer un programme, vous voyez. Donc il essaye de trouver un peu cet équilibre, il est presque seul contre tous, essayer de faire au mieux et de garder son esprit, son intégrité et tout ça. Inutile de vous dire que ça va être difficile et que c'est une gestion, etc. Je rappelle donc que ce premier film duquel je vous parle là maintenant, c'est le premier d'une trilogie et qu'il va se passer d'autres choses par la suite. Et étant évidemment arrivé à la fin de ce premier film, je peux dire que ce n'est pas la situation sur les 3 films, mais c'est la situation de ce premier film. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'adaptation d'un livre, donc il faut partir du principe que ça va prendre son temps, ça va être lent, etc., etc. En plus, c'est du cinéma japonais. Le cinéma japonais, c'est peut-être pas le cinéma le plus wouh, celui qui bouge le plus dans tous les sens. C'est pas un film d'action, c'est pas un film de guerre où ça va se tirer dessus, d'accord. C'est un film posé, avec très japonais, ces caméras qui bougent pratiquement pas, ce qui veut pas dire qu'il n'y a pas une multiplication d'angles, etc., etc. Mais il y a ce côté sobre japonais qui est là et qui est très présent, avec évidemment, toujours dans ce côté sobre japonais, ce côté bouilloire, ce côté eau qui bouge, ce côté volcan qui va exploser, qui est là, qui est juste là en dessous, qui va péter. C'est pas parce que c'est un film calme qu'il ne parle pas de sujets graves, forts et de choses qui sont ultra puissantes. Qui plus est, la mise en scène est absolument grandiose, on va dire les choses comme elles sont. Le film enchaîne les plans, mais d'une beauté faramineuse. Je vous l'ai peut-être pas dit, c'est un film en noir et blanc, je vais essayer de mettre 2-3 extraits si j'y arrive, mais c'est un film en noir et blanc, mais d'une beauté, je veux dire, la manière de filmer, je vous ai dit qu'on était face à un faiseur de chef-d'œuvre, et ben je vous confirme, on est face à un chef-d'œuvre, tout court, on va dire les choses comme elles sont. On est face à un chef-d'œuvre, on est face à un film superbement bien filmé, un film qui a une autocritique du Japon, dans ce cas-là, de la guerre mondiale, qui est absolument grandiose. Alors bon, de nos jours, nous qui sommes là, sans la guerre et tout ça, il y en a qui vont arriver, oui, mais c'est un film comme si, c'est un... Oui, bien sûr, faut pas oublier le vécu des personnages, pour juger ça. Déjà, il faut le remettre dans son contexte, qu'on soit d'accord ou pas. Moi, personnellement, j'adhère évidemment totalement à ce qui est raconté dans le film, et il n'y aurait pas grand-chose d'autre à vous raconter, à part que ces 3h20 sont bien remplis. Il y a pas mal de personnages, pas mal de dialogues, pas mal de situations. Comment on traite les Chinois. Il y a aussi un personnage coréen dans l'histoire, qui lui d'ailleurs dit que les Chinois et les Japonais, ils profitent de lui parce qu'il est ni l'un ni l'autre, etc., etc. Voilà quoi, voilà ce que je peux vous dire sur ce film. Je le répète, pour ceux qui auraient mal entendu, c'est la liste de Schindler japonais, sauf qu'il est sorti avant. C'est fait par Masaki Kobayashi, un faiseur de chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Il est interprété par Tatsuya Nakadai. À mes yeux, l'un, si ce n'est le plus grand acteur de l'histoire du cinéma, qui nous livre, croyez-moi, une interprétation totalement digne de ce nom. Sur la fin, je tiens à préciser,
quand il est un peu sale comme ça, qui fait des têtes un peu plus sombres. On retrouve le Nakadai que j'adore aussi dans d'autres trucs, où il est capable d'avoir ce charisme et cette intensité dans son jeu. C'est absolument fou. J'adore. Ce film, je viens de le découvrir. Il va, je sais, être réédité prochainement en Blu-ray à l'heure où je fais cette vidéo. Il était sorti en DVD, c'est quasi introuvable, c'est hyper coté, ça coûte super cher. Il va être réédité en Blu-ray. Je dis ça comme ça. En tout cas, le premier film, je vous parlerai des suites. Ce premier film, on va pas y aller par quatre chemins, je le répète, c'est un chef-d'œuvre du cinéma. Et quand je le dis, je pèse mes mots. Je dis pas c'est un chef-d'œuvre à n'importe quel film qui vient de sortir, vous le savez. Ce film, c'est un chef-d'œuvre. Évidemment, pas pour tout le monde, hein. Je viens de vous dire que c'était pas un film d'action, que c'était un film un peu lent, posé, japonais, mais magnifique. Pas pour tout le monde, mais je le répète, c'est un chef-d'œuvre du 7e art à voir absolument. Moi, je commence à me rattraper maintenant. Voilà. C'était mon petit conseil du jour, parce que pour le reste, je vais tourner un peu autour du pot, vous pourrez raconter le film, mais ça, vous allez le voir par vous-même. Alors, n'oubliez pas le like, le partage de cette vidéo pour que plein de monde découvre ce film, ceux qui ne le connaîtraient pas. Hein. L'abonnement, la cloche, le commentaire pour dire oui, je vais le voir. Hein. Et on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. On va voir s'il y en a qui vont se taper des délires en mode marathon comme pour le Seigneur des Anneaux. Hein. Je dis ça comme ça. Hein.